Bon ben, Bonjour à tous. ouais bonjour, s'il y a des gens qui vont nous regarder ou pas, je sais pas. Mais donc le principe de la ferme, donc voilà, ici on est une ferme en permaculture en Corrèze, à Mansac particulièrement. Donc un bon climat, enfin c'était à la base un très bon climat pour faire pousser les végétaux. Et aujourd'hui ça se dégrade un peu, et c'est d'ailleurs pourquoi on fait un peu la permaculture. Et faut pas oublier pourquoi on fait de la permaculture, c'est pour répondre à des problèmes et à des besoins. Des besoins qui sont primaires et les problèmes qui deviennent aujourd'hui, qui font le chaos climatique. Et si on ne répond pas à ces problèmes, pour moi on est en dehors de... enfin avec Kate on a cette philosophie Il y a une réaction, il y a des qu'on choses à est, mettre en place. voilà, qu'on est en dehors de la permaculture. Nous on s'inspire de la permaculture australienne. Eux ils sont inspirés de... À cause de leurs problèmes, ils ont eu des inspirations, ils ont eu des stratégies, mais à la base ce sont des principes. Et donc voilà, on a eu la chance de côtoyer des bonnes personnes. Quelles sont un peu les personnes qui vous ont inspiré? Voilà, c'est ça, qui ont été notre moteur, notre locomotive. Et aujourd'hui, ben, on espère pouvoir soit vous faire connaître ces personnes, soit connaître ces lieux, et que ensuite, une fois qu'on a compris ces principes, vous allez voir que en fait, c'est une logique qui devient naturelle On et doit se rééduquer, reapprendre un peu la ouais, ben, philosophie, les méthodes. d'ailleurs, la plupart des stages, bon, moi, les pionniers que j'ai eus, enfin, les personnes qui m'ont inspiré, qui nous ont inspiré, ça a été Eric Escoffier, ça a été Nicolas Pézeril, ça a été les fraternités ouvrières. C'est des Français? Alors, on a les fraternités ouvrières qui sont en Belgique. Ok. Eric Escoffier et Nicolas Pézeril, ils sont français. Et Eric Escoffier, c'est un pionnier de la permaculture en France. Aujourd'hui, il décide d'arrêter ses formations en France pour justement partir à l'étranger et reforester enfin surtout en Afrique, reforester les déserts, reverdir les déserts. Répondre à des besoins, apporter ses connaissances. Exactement, voilà. Là où il y en a où il y a l'urgence à recréer. Donc par exemple avec Eric Escoffier, c'est vrai qu'on déconstruit pendant un bout de temps parce qu'on a l'impression de savoir et tout compte fait, il faut déconstruire pour repartir de bonnes bases. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que c'est plus simple d'apprendre la permaculture pour quelqu'un qui a jamais touché à la terre que par exemple un agriculteur qui voudrait être en reconversion et se dire bon j'ai entendu parler de la permaculture, ça a l'air cool, ou un mec qui est dans le bio et en fait on a encore des mauvaises a priori, des mauvaises idées et on n'essaie pas d'améliorer. Ça c'est ce que Escoffier dit beaucoup. On part pas du problème mais on essaie d'améliorer le problème. Donc par exemple l'agriculture qui aujourd'hui a un problème, on va pas faire de l'agroécologie pour améliorer le problème, enfin pour améliorer le problème, pour essayer de contrebalancer. On s'inspire directement de quelque chose qui fonctionne. Et aujourd'hui ce qui fonctionne c'est les forêts, c'est la dynamique du vivant. Et la forêt, elle sait se démerder tout seul, ça vit tout seul en autonomie, c'est résilient. Donc on s'inspire de la forêt et on vient s'inspirer, copier, ouais, ça va être à peu près les mots. Mais en tout cas, on prend observer beaucoup d'observations. Beaucoup de déductions, des choses comme ça. Exactement. S'inspirer aussi des patterns, ça c'est un truc un peu plus complexe, des formes des formes, de reproductivité, exactement. des environnements, des systèmes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi on est venu à la perma? Ouais. C'est important, je pense. Si tu veux, la perma, on a commencé à entreprendre un voyage autour du monde. Donc c'est vrai que moi, en vivant en France, j'étais un gros consommateur, j'étais un individu qui vivait en ville. Voilà, j'étais dans le système, donc acteur et victime à la fois, parce que c'est bien ficelé, tu te rends pas compte que tu bousilles les choses. Et il n'y avait pas de choses à l'époque qui frappaient sur les problèmes majeurs de l'humanité, parce que je vivais en France, on me cachait tout ça. Et à un moment donné, quand j'ai entrepris ce voyage autour du monde, j'ai vu les problèmes de mon pays de l'extérieur, j'ai vu que le problème était dans le monde entier, et en voyageant, ben, j'avais cette vision globale, et je me suis dit, bon,
quelle est la solution à tous ces problèmes. Alors ces problèmes, c'était climatique, c'était économique, donc on va dire aussi social, un très, très gros problème social, politique, économique, climatique et social. Donc c'est gros problèmes. Après l'accès à l'eau douce, tout ça, pour moi, ce sont des... Quand on sait qu'il y a, je sais plus, c'est 5 enfants qui meurent, 5000 enfants qui meurent tous les jours d'eau potable. Nous, on n'a pas la conscience parce qu'on a l'abondance. Ouais, on a trop d'abondance. On ouvre le robinet, il y a de l'eau, l'eau pseudo-potable, mais c'est potable. On fait nos besoins dans de l'eau potable. Alors, on a perdu toute cette réalité-là. Et quand on prend conscience de ça, bon, on se dit, bon là, il faut changer. Donc on s'est posé la question, la solution au problème, et le mot permaculture est venu à nos oreilles. Et l'avantage de la permaculture, c'est qu'on a pu essayer directement à l'étranger, en faisant du woofing, donc du volontariat dans les fermes, et pouvoir s'expérimenter, apprendre. Et c'est vrai que là, moi, pour ma part, dès que j'ai touché la terre, j'ai révélé quelque chose qui était primaire en moi. C'était voilà, c'était quelque chose qui était caché en moi, mais c'est tous notre besoin primaire. À la base, on est tous comme ça, je pense. On touche la terre, on touche quelque chose de vivant, alors qu'aujourd'hui, dans notre société, on nous dit la terre c'est sale, il faut se laver les mains, alors qu'en fait, il n'y a rien de plus vivant. Et là, je me suis senti vivant, j'ai dit, bon, ça, c'est ce que je veux faire. T'as appris, t'as réappris. J'ai appris, et je me suis dit, je vais faire ça de ma vie. Donc, direct, j'ai entrepris les choses. Bon, moi, je m'étais toujours donné comme idée de faire un boulot que j'aimais bien dans ma vie. Donc, à la base, je suis éducateur sportif. Donc, j'ai continué à faire ce que j'adore, continuer le sport, à transmettre ma passion. Et à côté, je voulais absolument faire ça. Et j'ai rencontré Tom en voyage, qui avait aussi le même projet. Donc, on s'est associés ensemble et on est rentré en France. On s'est dit, on va faire un écolieu. C'était pas l'ambition d'en faire plusieurs, mais à la base, on voulait se faire un lieu. Et on s'est dit avec Tom, on a trouvé cette solution au problème et on ne peut pas la garder pour nous. Il faut qu'on fasse un truc pédagogique, quoi, qu'on essaie de sensibiliser. Et donc voilà. Et après, la chance aussi, c'était de côtoyer des bonnes personnes, des bons lieux directement. Et ça n'a pas de prix parce qu'aujourd'hui, on tape permaculture sur Internet, on trouve de tout et de rien. On voit tellement de permaculteurs aujourd'hui qui font seulement des spirales et des buts, donc que des techniques sans avoir les principes. Et là, ça joue, c'est à côté néfaste à la permaculture, quoi. Nous, on s'inspire de la permaculture australienne. C'est la grande mode, mais il y a voilà, c'est la mode, ça a été comme un peu le bio au début. Aujourd'hui, tout le monde s'achète bio, mais il n'y a pas d'éthique derrière. Donc tu as créé un premier lieu qui s'appelle Libertaire, qui est toujours en activité. Donc il y avait 5 hectares et demi de terrain, 2 hectares de prairie, 2 hectares de peuplerie, un étang d'1 hectare. Du côté de Vignoles, donc toujours entre Vignoles et Pompadour, voilà. Et dès qu'on est arrivé sur les lieux, on n'a pas construit la maison et ensuite planté, c'est direct, on a recréé 1 hectare de forêt nourricière avec les principes. En vous inspirant donc des fraternités ouvrières. Fraternité ouvrière, de Stéphane Sobkowiak aussi, qui faisait des bandes de forêt nourricière. Donc là, c'est plus Stéphane Sobkowiak qui vient du Canada. Et donc voilà, une fois qu'on a entrepris ça, donc moi j'ai déménagé de Lille, Tom a déménagé aussi de Paris. Pour faire de la permaculture, donc on n'avait pas de lieu. Au départ. On a acheté le lieu, c'était un lieu brut, sans maison. On a vécu en caravane et en tente. Alors pourquoi la Corrèze? Et ça a été, au début on recherchait un peu plus le soleil. Parce qu'on est, moi du nord il pleut énormément. Paris c'était pas top. On s'est dit on va descendre. Et ensuite avec le budget qu'on avait on s'est retrouvé en Corrèze. Et en fait c'est une superbe région et voilà on s'y plaît. Et ensuite donc on a entrepris ce projet et j'ai retrouvé en venant ici un boulot dans le domaine sportif, dans le judo. Et donc j'ai eu un job à côté, ça me permettait aussi de ne pas me précipiter. Je pense que ça fait aussi beaucoup d'erreurs quand on se précipite, quand on veut vivre que de la permaculture. On entreprend les choses d'une mauvaise façon, on va un peu trop vite, on observe moins. Oui, ça fait partie de ton mode de vie maintenant. Et aujourd'hui, ouais, c'est un bon complément. Donc je donne
mes cours le soir et la journée, ça me laisse le temps pour travailler à la ferme, pour prendre du temps pour moi-même, pour réellement vivre et pas. Et donc, quand j'ai trouvé ce boulot à Brive, et moi j'étais à Vignoles, ça me faisait 40 minutes aller. Donc aller-retour tous les jours, il y a un truc qui allait plus, c'était l'éthique. C'était me dire mince, je vis de cette manière, mais je fais de la route, je suis plus en adéquation quoi. Donc j'ai dit bah écoute Tom, ce qu'on va faire, c'est que je te laisse le lieu. Moi je vais retrouver un autre lieu, comme ça on sera 2 antennes. Donc moi j'ai retrouvé à 10 minutes de Brive. Et donc on est aujourd'hui ici à terre, sur un vieux corps de ferme qu'on a retapé, sur 2 hectares de terrain. Et c'était un état bien délabré dans mon sens du terme. Pour moi, un état délabré. Enfin, les étapes les plus délabrées, ce sont les déserts. Mais ici, c'était quand même une belle prairie, donc déforestée. Il y avait des chevaux qui broutaient, donc c'était une belle pelouse. Et donc là, il faudrait. Enfin, Oui, en termes de permaculture, c'est pas un système qui est déjà. ouais, non. Il faut tout recréer, quoi. Ouais. Ouais, c'est pour ça que il faut reprendre à la base la permaculture. Enfin, pour imaginer, il faut savoir sans l'intervention de l'homme ce qu'est la planète, quoi. C'est 90% de forêt, c'est résilient, c'est pérenne, ça se gère tout seul et grâce à la gratuité avec la photosynthèse. Et aujourd'hui, c'est marrant, c'est que les gens ils disent que les forêts sont mieux entretenues quand l'homme est là, alors que c'est faux. Les forêts, elles n'ont jamais eu besoin de l'homme pour être entretenues. Et donc c'est pour ça qu'on s'inspire vraiment de la forêt et même des forêts à la base primaire, parce qu'une forêt ici, on est encore loin de l'aboutissement de leur... C'est beaucoup de plantations maintenant, en France, dans Ouais. les pays modernes. Ouais, c'est ça. Donc on dit qu'il y a beaucoup plus de forêts Plantation gérée en plus. En Gérée, plus, alors qu'une forêt, elle n'a pas besoin d'être gérée, elle C'est se ça. gère toute seule. J'entends des mecs qui me disent ouais mais il y a plus de forêts qu'il y a 100 ans. Je dis ouais mais les forêts qu'on a plantées c'est pas des réelles forêts quoi. Tu vois des forêts de glace pour moi c'est Voilà, une autre forme de monoculture, Très d'agriculture. souvent, quoi. malheureusement, on replante des forêts avec une même essence, ce qui est une hérésie en Ouais réalité, bah, bien sûr c'est... Comme ça, tout, la biodiversité prime avant tout. Voilà. Ok. Et donc Et qu'est-ce que tu as retenu par exemple de ta première expérience à Vignoles par rapport à ici, terre à terre aujourd'hui on a fait beaucoup d'essais-erreurs. Donc il y a des erreurs que je vais plus refaire. Par rapport quand les gens viennent ici, moi c'est pas ma priorité de présenter le potager. Potager, chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi ça c'est pas de la permaculture. La permaculture, c'est répondre aux problèmes de l'humanité. Donc déjà remettre de l'eau potable dans les nappes phréatiques, et ça le potager ne le fait pas. Donc il faut réintégrer l'arbre. Et dans un design en permaculture, ça doit être arboré de 80% minimum et de remettre à fond de l'ombre. Mais donc il y a ça. Après les besoins vitaux, c'est quoi? C'est manger, avoir de respirer de l'air clean, boire de l'eau potable, avoir un abri, Un abri, un toit. pouvoir se couvrir un peu, si on est dans un climat un peu plus frais. Mais ça, c'est les besoins vitaux. Il n'y a pas autre chose après pour moi. Et ça, on peut tout faire ça avec un arbre. Ça va. Ok. L'arbre va remettre de l'air correct dans l'air, il va remplir les nappes phréatiques, il va nous nourrir. Avec ça, on va pouvoir construire des abris. Donc on répond, le potager ne répond pas à ce problème. Et le potager, on peut le continuer, mais vu qu'on est en train de déforester massivement, le changement climatique, et à un moment donné, s'il y a trop de changement climatique, c'est impossible de faire le potager. Et le Bien but sûr. du permaculteur, c'est de soigner la terre, prendre soin déjà de la terre, des gens, et de partager équitablement. Et avec le potager, on ne répond pas à ce besoin-là. Et ça Donc le demande beaucoup potager, de travail, ça et demande ouais, ça, en beaucoup plus, de- on parle beaucoup de input sur output, énergie investie sur l'énergie récoltée. Ça, Escoffier, il fait une très belle vidéo sur, il dit 10 bonnes raisons de ne pas faire de potager. Ça, j'envoie les gens à regarder Escoffier et à boire tout ce qu'il dit, mais il donne des bonnes raisons parce que si on sort d'un système, alors les gens ils sont souvent en reconversion comme ça, c'est j'ai plus le temps pour moi, j'ai 80% des Français qui n'aiment pas leur boulot. On fait 8 heures de boulot par jour
Tout le monde croit maintenant que c'est normal, mais on passe plus de temps avec la famille, on envoie les enfants à la crèche, les enfants profitent pas, on peut pas profiter des enfants, que le soir, et après ils sont fatigués. On sort de ce système pour avoir une reconversion, on se dit la permaculture, on va être mieux éthiquement, philosophiquement dans la tête. Mais si on a trop de travail à faire à la ferme, et qu'on n'a plus le temps non plus à faire autre chose, ben on est sorti d'un système pour repartir dans le même. Quelque chose où si le projet est dépendant, c'est pas bon. On doit créer en permaculture un design qui doit être autonome. On parle même de permaculture sociale. Permaculture sociale, la permaculture au niveau du pseudo-création de design, mais c'est vraiment des choses. Chaque lieu doit être en autonomie. Nous, on a eu la chance, on l'a fait un peu empiriquement, mais comme on adore voyager, on s'est dit, la ferme, elle ne doit pas être dépendante de nous. C'est-à-dire que si on doit partir demain à 6 mois parce qu'on a envie, ou un an, eh ben, on ne se dit pas, mince, il faut que j'aille arroser mon jardin. Hop, il faut que les animaux doivent être nourris. Les poules ici, elles sont en autonomie totale, elles se perchent la nuit, elles mangent plus sainement parce qu'elles mangent de tout, elles fouillent, elles mangent des vers, elles mangent de tout, ça mange pas que des graines une poule. Du coup, elles participent aussi à l'équilibre puisque leur déjection... exactement, les fientes, tout ça, c'est super bon. Et puis, enfin super bon, pas pour nous, hein, mais pour la nature, pour le sol. Et honnêtement, les gens qui viennent ici, je leur montre, là il y a un nid, hop, il y a des œufs partout. Et de toute façon, quand il y a naissance de petits, c'est que les animaux se sentent bien. Et ici, c'est pas la première fois où on a eu des poussins. On a une multitude de poussins, les animaux se sentent bien. Il y a un équilibre entre tous les animaux. On a des moutons du Cameroun. Pareil, on n'a pas besoin de laiton qui perd leur poil automatiquement. On a fait un petit abri avec un toit qui récupère l'eau qui tombe dans une baignoire. Le système est clos, autonome, résilient. Et c'est ce qu'il faut. Surtout. Vivant en plus. De toute façon, voilà, c'est ça. C'est ça, donc je sais plus pourquoi on était parti là-dessus. C'était par rapport au potager. Au potager, donc soit un potager c'est vraiment bien fait, et on voit qu'il y a des gens qui font des potagers sous les arbres. Je parle pas de faire de l'agroforesterie, hein. Nous, notre spécialité ici, c'est recréation de forêts nourricières. Donc remettre de l'arbre et d'avoir toutes ces strates, pas seulement une canopée et faire des légumes. Pour moi, l'agroforesterie, on peut être encore plus efficace. Nous, ce qu'on cherche, c'est éthique et efficacité en permaculture. Et honnêtement, depuis que j'ai adopté ce rythme de vie, les gens ils viennent, ils voient qu'il y a 2 hectares, ils disent putain, il y a du boulot. Bah non. Moi, la journée, je prends du temps pour lire, pour observer. Entre planter un arbre à l'automne, quand tu le plantes une fois, ça t'a pris 5 à 10 minutes, même pas. Une fois que tu l'as planté, s'il est bien planté, que ce soit une graine ou un noyau, ça va encore plus vite. Si c'est une semence. Mais si tu plantes un arbre, une fois que tu l'as fait, si c'est bien fait, tu n'as plus besoin d'y toucher. Et après, il donne. Il se développe. Et donc, tu nous as parlé tout à l'heure de limite sur output. Est-ce que tu peux un peu plus expliquer ça, cette notion-là qui est quand même fondamentale en permaculture? Ouais, c'est l'énergie investie sur l'énergie récoltée. C'est le fait si on a bien designé, si on a bien orchestré les différents éléments au bon endroit, donc c'est l'art de placer les éléments du système les uns par rapport aux autres pour surmultiplier l'efficacité. C'est pour ça que le design en permaculture, c'est hyper important. C'est la base de tout. C'est une science de l'ingénierie. C'est vraiment sur le point sur lequel il faut s'attarder. Par exemple, si je mets mon espace forêt nourricière où je vais tous les jours, je le mets à 500 mètres, alors que je devrais le mettre à côté de la maison. Ou alors, inversement, j'ouvre la fenêtre, j'ai mon compost juste au bord de la fenêtre de la cuisine, donc je lance là. Je ne vais pas faire 100 mètres pour lancer mon compost. Si par exemple les poules, au lieu d'aller les ouvrir le matin, les surveiller pour leur fabriquer une protection pour les renards, pour tout, leur faire un poulailler, pour les surveiller la journée, pour les rentrer le soir, leur donner à manger. Enfin, ceux qui veulent comparer avec ce que je fais, moi je vais chercher directement où il y a le nid, je récupère les œufs. Et les poules. Une fois que c'est installé, c'est pas toi qui agis en permanence sur le lieu. Ouais. Et c'est-à-dire que si tu arrives à accumuler plusieurs actions comme ça, et ben, au lieu de perdre à chaque fois 10 minutes, mais ça te reprend que 1 minute, allez, moi c'est comme le supermarché, je vais cueillir mes œufs, ça m'a pris 1 minute. J'ai gagné 9 minutes. Et si je peux faire
peut-être 10 fois plus de choses dans la journée. Et un exemple simple, c'est vraiment la salade. Tu peux nous l'expliquer? La salade? La salade, c'est vraiment celui qui a un rapport input-output qui est vraiment Vas-y, dis. plus... la salade, ça va pas t'apporter une énergie monstrueuse. Quand tu vas la manger, c'est une énergie... voilà. Alors c'est très bon, mais par contre, pour une salade... La salade domestique, voilà, la salade classique. Il faut préparer la terre, il y a tout un travail énorme à faire avant. Donc une énergie monstrueuse à dépenser. Pour qu'est-ce qu'on récolte en énergie quand on mange une salade, c'est ça. Pas grand chose. Donc voilà, l'exemple de la salade est un bon exemple. Après, pour comprendre aussi... ce rapport-là, quoi. Ça, c'est un bon exemple, mais les gens ils vont se dire ouais, mais bon, moi je veux manger de la salade, comment je vais faire? C'est pour ça aussi que le but du système, et ça j'invite aussi à regarder, c'est de s'inspirer par exemple de François Coupland, un mec qui est ethnobotaniste, donc savoir aussi réutiliser les plantes pour les actions de tous les jours et savoir les fonctions. Hein. Là, on peut manger des feuilles, des feuilles d'arbres. Ouais, chèvrefeuille involucrata. Là, on servait de CB pour faire de la teinture, par exemple. Mais par rapport aux salades, c'est vrai que, bon, si tu vas dans le système conventionnel, traditionnel, tu laboures ton terrain, tu fais tes trucs en randonnion, tu plantes tes salades, comme il n'y a pas de couvre-sol, tu les arroses tous les jours, donc ça demande de l'énergie, de l'irrigation. T'as nos amis les limaces, les escargots qui viennent te faire un petit ravage. Tu bouffes de l'énergie parce que t'es stressé. Dès que tu vois un truc, t'as l'impression qu'on te mange ta quantité à toi, tu veux rien partager. Donc tu bouffes du stress, tu pars plus en vacances parce que tu dis bah non, si je pars en vacances, je dois arroser mes plantes. On disait que la laitue ça demandait beaucoup d'irrigation, tout ça, de l'énergie, d'investir, le fait de retourner la terre dans un système conventionnel, tout ça. Et qu'au niveau de 3 feuilles de tilleul, en plus ça tombe bien, on est sous les tilleuls, il faut juste se réapproprier des choses qu'on a perdues, des connaissances qu'on a perdues. Et c'est par exemple savoir les plantes sauvages comestibles qui ont beaucoup plus de nutriments. 3 feuilles de tilleul ont plus de nutriments qu'une salade domestique. Donc si on arrive à se réapproprier ces équivalences sauvages, on mange mieux, on a plus de nutriments, on a peu de choses à faire parce que là c'est en abondance. Et si on prend 3 feuilles de tilleul, on va pas couvrir l'arbre et puis ça un peu tous les jours. Après on va pas se nourrir que de feuilles. Il y en a beaucoup qui vont dire ouais mais on peut faire on peut faire des légumes. On peut faire des légumes à condition que le potager soit bien fait. Donc à l'ombre, autogéré, que ça soit résilient. Ça, oh, viens là. Donc on était parti là-dessus. Et on peut enchaîner directement avec les forêts nourricières. Alors ce qui a été intéressant, il fait partie de la vidéo lui. Ce qui a été intéressant pour nous, ça a été d'avoir la théorie par exemple de ce pionnier de la permaculture qui explique bien les dynamiques de forêt, dynamiques du vivant, Éric Escoffier, et de voir la pratique directement aux fraternités ouvrières. Alors c'est vrai que parfois on présente la forêt nourricière, on a l'impression que c'est la première chose, les premières réflexions c'est mais c'est pas trop serré, c'est pas trop dense. Alors nous on a été inspirés des fraternités ouvrières. Aujourd'hui c'est un des lieux les plus établis en permaculture en Europe. Et ils l'ont fait sur 1500 mètres carrés, il y a plus de 2000 arbres fruitiers. Donc déjà, ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors c'est quelque chose qui est pérenne, résilient. Il y a un taux d'humus qui est inégalé, un taux de vers de terre incroyable et une production. On est sur l'abondance. Ce qu'on visait, c'est que tous les gens peuvent se servir et on ne peut pas tout ramasser, quoi. Et le seul travail à faire dans ce genre de système conçu, dans ce design, c'est juste la récolte. Et pour eux, ils entretiennent une canopée à 3 mètres, donc la taille, mais qui refournissent toutes les branches coupées, elles sont réparties sur le sol. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi un taux de matière organique qui est incroyable. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a la théorie d'Éric Escoffier qui concrétise un peu la pratique des fraternités ouvrières. Et il y a un lien. Tu retrouves les mêmes principes. Et puis on voit que c'est une fois qu'on a vu ça de ses propres yeux, il n'y a plus de limite, quoi. C'est vraiment incroyable, quoi.
Et il ne faut pas oublier que nous on s'inspire des forêts, et dans une forêt primaire, en climat tempéré, chez nous, on a environ sur 1 mètre carré 30 à 50 plantes. Ça fait beaucoup sur 1 mètre carré. Différentes. Alors voilà, la conjonction qui est importante, c'est diversité, densité. Et si on a cette conjonction-là, cette clé, on va pas être dans la concurrence des végétaux. Le déchet des uns vont faire le bonheur des autres. L'abondance est là. Donc là on a l'abondance. Voilà. Donc après sur les systèmes de recréation de forêts nourricières, il ne faut vraiment pas hésiter à densifier et à diversifier. Par contre, s'il y a un manque, s'il n'y a pas assez de diversité, eh ben, il va y avoir un manque au système aussi. Si c'est pas assez dense, c'est pareil, il va y avoir un manque. C'est ce qui permet aussi de lutter contre les maladies, entre autres. Exactement. Voilà, donc c'est comme notre corps humain aussi. Hein. Si on n'est pas malade, c'est parce qu'on a toutes les gènes pathogènes en nous. Et donc voilà. Il y a un autre homme qui s'appelle Akira Miyawaki, c'est un japonais. Maintenant c'est un vieux monsieur, mais qui lui pareil a créé un système de recréation de forêt primaire et nourricier aussi, hein, forêt nourricière. C'est que lui il plante, pour aller plus vite, 3 arbres au mètre carré. La forêt pousse 10 fois plus vite. Donc pareil, hein, allez voir ses projets. Je crois que d'ailleurs il y a un groupe qui s'appelle Reforest Action qui s'inspire de son modèle et qui recrée des forêts nourricières un peu partout en Europe sous cette manière. Mais sa méthode, lui, elle est certifiée depuis un bout de temps. 3 arbres au mètre carré. Donc quand on lit des livres et qu'il faut espacer les arbres à 7 mètres l'un de l'autre et tout, il faut arrêter de... Enfin, c'est écrit beaucoup de bêtises aussi. Hein. Après, sous ce système-là, après on ira dans la forêt nourricière. Chaque arbre, la plupart des arbres qui sont achetés, ce sont des bastiges. C'est jeune. Qui sont des propriétaires à ne pas être très grands, 3-4 mètres maxi. Après, il y a des arbres qui ont comme fonction, dans la forêt nourricière, à être beaucoup plus grands, qui vont servir de canopée. Et donc, les bastiges servent notamment à la récolte, ça aide aussi. Ouais, ben à la récolte, ouais. Ben, après, tout ce qu'on va intégrer dans la forêt nourricière a pour but soit d'aider le système de la végétation à soit à grandir dans un premier temps, ou ensuite à être consommé. Donc là, à l'inverse d'un verger traditionnel, où on pourrait récolter que des pommes, on vient là travailler sur en permaculture, on établit environ 7 strates. On a réussi à apercevoir dans la nature 7 strates. Donc il y a la canopée, demi-tige, basse-tige, je vais mettre ça ensemble. La strate buissonnante, donc des plus petits buissons, herbacées, racinaires et les lianes aussi. Donc tout ce qui fait aussi la vigne, toutes les vignes, de toute façon. Toutes les lianes, ça peut être akébia, il y en a vraiment beaucoup. Et la dernière strate qu'on identifie, c'est la strate c'est la strate épiphyte. Et les animaux dans tout ça. Là. Et les animaux sont ouais, c'est une partie intégrante, hein, c'est pareil. Hein. De toute façon, depuis qu'on refait ce genre de projet, on a réussi à avoir beaucoup plus d'animaux, hein, des grenouilles, des salamandres qui se sont greffés au projet. Ils se sentent bien, voilà, c'est l'équilibre naturel qui se remet en route. Donc après, il y a bien sûr des clés fondamentales. Et ça, je vous invite à voir Eric Escoffier sur les 10 clés, les clés fondamentales pour la recréation de forêts nourricières. Je peux les dire sur la vidéo. C'est la conjonction de chaleur et d'humidité. Savoir ce qu'il y a de plus nocif pour un arbre, c'est le vent et le plein soleil. À nous, c'est pas pour rien aussi. Hein. Qu'on se sent mal quand il y a plein soleil, on se met de la crème, on se protège, on se met un chapeau. Les végétaux, c'est pareil. Il faut les mettre à l'ombre. Et d'ailleurs, la plupart des végétaux, 80-90% des végétaux, on préfère, ça c'est vraiment important, on vraiment préfère croître et pousser à l'ombre. Et c'est là où on rentre aussi dans la dynamique de forêt. Savoir reconnaître les plantes
Aujourd'hui, bon, maintenant il y a plein de sites et tout, donc il faut utiliser l'outil d'aujourd'hui, l'internet, pour des bonnes choses et savoir connaître des plantes qui sont pionnières, qui ont cette facilité, cette fonction de croître et de s'épanouir à la pleine lumière, qui eux vont faire de l'ombre sur des espèces qui sont, on appelle ça climatiques. Et donc voilà, ne pas inverser les choses. Si je mets, enfin voilà, si on peut prendre un exemple, je prends une essence, une semence de pin. Le pin, c'est une espèce pionnière et une semence de chêne qui est la fonction climatique. Si on prend ces deux semences, je lance dans le champ d'en face, c'est le pin qui va croître, qui va faire de l'ombre pour le chêne. Et le chêne d'ailleurs, il peut peut-être sortir, mais il va pas survivre. Il va pas survivre. À l'inverse, on prend ces deux semences, on les lance dans une forêt. Le pin, on réveille pas sa fonction, sa dormance, parce qu'il n'a pas cette faculté à pousser quand il y a de l'ombre. Si un jour, par exemple, dans la forêt, il y a un chablis, un arbre qui tombe, alors là, on voit bien une espèce pionnière sortir, refaire de l'ombre, et donc qui va pouvoir permettre aussi cette... Il y a une cohérence à chaque fois. Voilà. Et c'est pour ça, là, les ronces, on le voit bien, les ronces, elles sont à chaque fois en bordure de forêt. On ne voit pas de ronces à l'intérieur de forêt, mais seulement en bordure. Elles sont là pour conquérir, faire un écosystème. Donc déjà, avec les épines et tout, les cervidés ne viennent pas. Et ça fait de l'ombre, ça fait conjonction de chaleur et d'humidité. Et là, on a souvent un arbre qui va pousser. Donc là, on a encore une fois un bel exemple de dynamique sur les végétaux. C'est que là, on a une essence qui est pionnière, on a la ronce, qui est venue naturellement. Et dès qu'on a acheté, elle était là, mais on n'y a pas touché parce qu'on ne voit pas assez d'accès. Donc autant récupérer les murs. Et en fait, cette année, il y a un joli figuier qui est sorti parce qu'il avait de l'ombre et cette conjonction qui était idéale pour lui pour croître. Et maintenant qu'il commence à sortir du roncier, je suis sûr que dans 2-3 ans, le roncier n'est plus dessous le figuier s'il met encore de l'ombre. Donc parfois ça sert à rien d'essayer de raser les ronces parce qu'en fait elles sont idéales et importantes pour la croissance d'autres végétaux. Donc là on voit bien une essence qui va être climatique et une essence qui est pionnière. Et celle-ci elle va commencer à disparaître. Et donc sans rien faire, on a pu avoir un jeune figuier qui va porter ses fruits. Un champ rempli de ronces, c'est une future forêt finalement. Ouais, c'est ça. Si on la laisse faire évidemment. Bien sûr, si on laisse le roncier, et à un moment donné, ça va évoluer. Voilà, si on a dans son jardin un chardon, pour moi il y a le désert. Ensuite, une étape vraiment bien délabrée aussi, ce sont pas nos prairies, mais quand on a un gazon, et si on a un chardon qui pousse, si on l'enlève, on revient à l'étape 0. On revient à l'étape de l'herbe. Alors que là, c'était une étape supérieure en vision de repartir sur une forêt. Donc les clés, c'était chaleur, humidité, le vent, donc ça fait partie, de l'ombre, beaucoup d'ombre. Donc savoir que ce sont des pôles dynamiques. Sur votre terrain, si vous avez un terrain, il faut s'adapter à votre terrain. Vous n'allez pas commencer une forêt nourricière en plein milieu d'une prairie. Ça va mettre beaucoup plus de temps. Si vous avez par exemple ici un tilleul, il faut partir de là où il y a de l'ombre. Donc ça peut être sous le tilleul et avancer progressivement. C'est à partir d'ici. Pour reprendre l'exemple de l'ombre, le tilleul, ça c'est pareil. Eric Escoffier le fait très bien, ces explications-là. Mais si on calcule la canopée des feuilles du tilleul, si on s'amuserait à enlever toutes les feuilles, on l'étale sur le sol, il y a peut-être, je sais pas, entre 50 et 100 mètres carrés de feuilles. Et si on calcule l'espace foliaire de dessous cette canopée, c'est peut-être, je sais pas, une centaine d'hectares de mètres carrés. Donc c'est beaucoup plus. Donc l'arbre en fait sacrifie quelques feuilles pour prendre la pleine lumière directement, pour faire de l'ombre, parce qu'en fait la synthèse chlorophyllienne se fait par photosynthèse indirecte. Donc plus il y aura d'ombre, c'est moins agressif aussi, quoi. Voilà, il se protège lui-même, voilà. Un premier écran et ensuite... Voilà. Et c'est pour ça qu'on va toujours dans un sous-bois, c'est toujours humide, ça pousse mieux.
Pareil, les agrumes. La température est plutôt constante dans un sous-bois. Ouais. C'est jamais très froid et jamais très chaud. Voilà, et puis il y a toujours un mulch, donc ça fait aussi partie des clés fondamentales pour la forêt nourricière, avoir un mulch, la conjonction de chaleur et d'humidité. Tu peux peut-être expliquer ce qu'est le mulch La mulch, c'est toujours avoir une litière. Là, ça se fait naturellement dans les forêts. Bon, là, c'est les feuilles du tilleul qui sont. On était sur les clés. Donc après, savoir donc les clés, hein, conjonction de chaleur et d'humidité, l'ombre, pilotage de l'ombre, le design. Donc designer en fonction, on a vu hein, que c'était très important, savoir mettre les bonnes essences à de bons endroits, les gestions de pente, le C sur N, carbone sur azote. Donc ça bien sûr on vient mettre aussi un peu de fixateur d'azote. Normalement dans la nature il est en libre accès, mais sur des lieux un peu délabrés on peut remettre, nous par exemple, on a remis un peu d'argousier. L'argousier, ce qui est bien, c'est que ça fixe l'azote et ça te fait des baies comestibles aussi, quoi. C'est rouge. Ouais. Et donc voilà, on va essayer sur la forêt nourricière de cultiver sur toutes ces strates. Et là, ça va être hyper productif, ça va être hyper dense et puis on peut avoir on met pas toutes nos pommes dans un même panier. Là, on cultive. Si un jour on a un problème sur un fruit, et on vise pas que sur une production. D'ailleurs, c'est même pas le but de vivre économiquement de ça. Il y en a qui le font. Stéphane Sobkowiak le fait. Il fait des bandes de forêts nourricières et il vit économiquement de ça. Oui, parce que c'est peut-être ça fait combien d'années aussi. Ouais, après, ouais. Il a la production pour. Il transforme ses produits. Il transforme. Après, il fait aussi. Les gens viennent chercher directement leurs produits. Bon, lui, il a fait aussi une sacrée logistique, c'est-à-dire qu'il a fait ses rangées de forêt nourricière, il les a rangées par période de récolte. Donc si on est au mois de novembre, il y a une année mi-novembre, une année il y a une rangée fin novembre, début décembre. Et voilà, c'est aussi ce qu'on a refait sur le terrain l'an dernier. Le verger en permaculture. Le verger en permaculture. Voilà, c'est aussi le fait de pouvoir acheter des arbres par notre biais là, l'achat groupé. On a toutes ces essences, toutes ces variétés et on a aussi les périodes de récolte. Donc ça permet de ranger les arbres aussi. Et donc tous les mois, il y a une récolte. Ah, si on veut, on peut étaler nos récoltes tous les mois, ouais. Est-ce qu'il y a un mois où c'est un petit peu plus léger, quoi? Un peu plus léger, c'est peut-être les mois d'hiver, de décembre à février, mars. Mais on a quand même des variétés qui fournissent. Hein. Ouais. Donc l'équilibre carbone-azote. Carbone-azote, ouais. Ça, le mulch. Alors le design, peut-être ce qui est très important, ce qui convient à un, ne convient pas à l'autre. Ça c'est vraiment, ça dépend. C'est vrai que tu l'évoquais tout à l'heure, mais ça convient. Enfin voilà, ça c'est très important quand tu implantes. En fonction du lieu où tu es. Ouais. Ouais, ça après c'est tout ce qui est stratégie et technique, c'est à adopter en fonction du milieu, du groupe aussi, de votre terrain. Ça c'est vraiment c'est à part. C'est si on est 5 ou si on est 50 sur le terrain ou si je suis tout seul, le design va pas avoir, la stratégie va pas être la même. Si on a des machines, si on a de l'argent, si on a tout ça c'est vraiment personnel à chaque personne, en fonction aussi du climat. Par contre, ce qu'il faut prendre, si on veut bien débuter, c'est s'approprier les principes, voilà, tout ce qui est universel en permaculture. Donc c'est la définition, c'est les modèles, les méthodes, enfin, les modèles, les principes et les principes. Quoi. Et je me répète, principes, modèles et cette définition, quoi. Ça c'est universel. Et après on peut aller faire un tour dans la forêt. Allez, c'est parti pour la forêt. Donc là on se retrouve dans la forêt nourricière. Donc quand on arrivait il y a 2 ans, c'était vraiment une prairie. Et donc en s'inspirant des dynamiques de forêt, on a commencé à travailler à partir du tilleul, là où il y avait pas mal d'ombre. Et ensuite pour gagner un peu
on fait toujours en fonction aussi de ses moyens ou pas. On avait eu l'occasion d'acheter une grosse bâche, enfin pas une bâche, un voile d'ombrage sur lequel qui était au-dessus de nous il y a encore quelques mois de ça. C'était pour faire plus d'ombre parce qu'on était encore trop en plein soleil. Sauf qu'on a dû l'enlever parce que la mairie est passée et maintenant qu'elle est passée, on va pouvoir le remettre. C'était juste pour vous dire que normalement les conditions ici, c'est qu'il y a un voile d'ombrage au-dessus de cette forêt nourricière. Là on est sur, on voit en fait, si on calcule bien, si on voit bien, il y a 3 à 4 pieds de vigne et donc pareil, la vigne, elle a son port naturel, c'est de faire de la liane et on a des chiffres historiques que si on laisse une liane elle a son port naturel, et ben on a déjà eu des résultats qui faisaient je crois 1 pied jusqu'à 1,3 tonne de fruits ou 1,8 tonne, je sais plus. Et en Italie, ils laissent pousser les pieds de vigne sur ça doit être des platanes, et ils ont des énormes échelles comme ça de 30 mètres de hauteur, et puis ils vont récupérer sur un seul pied cette quantité. Nous, c'est pas une grosse variété, de toute façon, on était déjà là, bien sûr, hein, on est là que depuis 2 ans, mais on a peut-être sur ces 4 pieds, et on a peut-être récupéré 60 kg et on n'a pas récupéré, on a dû récupérer un quart seulement. Mais on n'a strictement rien fait. Donc le but c'est de redescendre cette vigne qui s'est perchée sur le fil électrique et de la redispatcher après sur les différents arbres. Donc on s'est inspiré aussi beaucoup des fraternités ouvrières que j'expliquais tout à l'heure. Donc on a replanté densément beaucoup de bastiges et on a essayé de combler avec les différentes strates. Donc là par exemple sous la vigne là, on avait fait une petite protection. Et ben, il y a un aziminier, il y a un kumquat aussi. Donc ouais par exemple se rapproprier l'origine des essences, c'est aussi de se dire mince, par exemple un agrume, si je pose la question quel est le climat optimal pour un agrume, souvent on dit c'est le plein soleil parce qu'on achète nos agrumes au Maroc ou en Espagne, sauf que là-bas ils sont sous des serres avec un système de goutte à goutte et ça c'est pas pérenne, c'est pas quelque chose qui peut tenir dans le temps durablement. Donc si on essaye de savoir d'où où étaient produits les agrumes, c'est souvent donc c'était en Chine, dans les sous-bois, dans les forêts de sous-bois, à l'ombre. Et donc la plupart des agrumes, il faut vraiment les mettre à l'ombre. Donc ce que je vais vous présenter, n'oubliez pas que normalement il y a un voile d'ombrage qui est au-dessus qui fait beaucoup plus d'ombre. Il faut vraiment ne pas oublier cette caractéristique, cette clé fondamentale pour travailler, pour mettre de l'ombre énormément. Donc là on a par exemple des pieds de topinambour. On a des jeunes poiriers qu'on a plantés, on a des arbres un peu plus... au lieu de se cantonner à faire de la pomme, de la poire et de la cerise, ici en Corrèze, et un peu de pêche, on peut vraiment aller un peu plus loin et se renseigner. Tout ce qui est planté ici résiste à moins 12 degrés. Donc là on a des grenadiers par exemple, des jeunes grenadiers. Voilà, ici c'est parfait pour la croissance, c'est à la mi-ombre. Et on fait venir la liane qui va venir se percher après sur tous les arbres. On a des nachis. Des nachis, c'est le mix entre la poire et la pomme. On appelle ça poirier de Chine à feuilles de lilas. Ça, c'est vraiment, je recommande. Ici, pour l'instant, c'est notre plus grosse production. C'est les arbres qu'on a plantés, ils ont donné énormément. Pour l'instant, voilà. Donc, on est toujours dans la forêt nourricière. Et comme je disais tout à l'heure, on passe toujours sur le même chemin pour éviter de marcher sur sa propre bouffe. Parce que maintenant qu'on essaie de se rapproprier les plantes sauvages comestibles, ça permet aussi d'avoir des nouveaux arbres qui poussent et sans devoir les écraser. Donc on fait un peu comme les ânes. Les ânes marchent toujours sur leur propre chemin et puis ils reviennent. Et ça permet de faire un chemin cueillette. Donc là par exemple on a un néflier du Japon. Voilà. Pareil, on a un grenadier ici. On a les jeunes pommiers, beaucoup de topinambour. Donc sur la strate racinaire, on fait des oca du Pérou, topinambour, aussi du yacon. On a un cognacier, néflier commun. Voilà, on a la période là, on est mi-septembre. Hein. On a un jeune pêcher. Donc ici on vient commencer à densifier un peu plus. Donc on a un pommier derrière.
toujours des topinambours, un peu des strates racinaires, herbacées. Là on a de la consoude. Donc la consoude c'est vraiment intéressant. C'est une racine hyper pivotante et ça puise l'oxygène. Ça se coupe 7 fois dans l'année aussi et c'est aussi riche que le fumier. Donc n'hésitez pas à couper, ça l'entretient même. Quand on la coupe et on la rejette sur le sol, c'est aussi riche que le fumier. En plus de ça, ça a des feuilles comestibles et ça a des propriétés médicinales. On peut s'en servir comme cataplase. Donc c'est vraiment, ça on a implanté aussi partout. Dès qu'on a un trou, on pourra en planter. Là on a un arbre faisant. Bon, là, le but c'est de ne pas arroser. Tout au moins c'est d'aller vers ce but là sur les premières années si on a. Aujourd'hui on commence à toucher le chaos climatique. Si on a une grosse sécheresse, je vais vous dire, arroser un petit peu, mais sur les premières années, il faut qu'après le design soit fait pour qu'il n'y ait plus besoin d'arrosage et plus besoin de rien faire à part la cueillette quoi, et peut-être un peu de taille. Là c'est un arbre faisant, donc ça fait des baies au goût de caramel. Et voilà, ça se porte super bien, ça se met, c'est plutôt une strate buissonnante. Donc là on a la strate herbacée, racinaire, on a des demi-tiges à côté, on a des arbres qui vont monter un peu plus haut, on a des pruniers, on a intégré aussi les ruches au verger, donc c'est pareil. Donc là c'est un Poncirus trifoliata, ici, donc là aujourd'hui c'est en soleil, normalement c'est vraiment sous la bâche d'ombrage, sous le voile d'ombrage. Ça c'est l'agrume le plus résistant qui soit, ça résiste à moins 18 degrés. Dessus on peut y greffer des agrumes, des oranges, des citronniers. Donc on en a planté quelques-uns. Mais si on veut boire ce jus, il faudrait le cuire parce que ça dégage de la poncirine, ça c'est toxique. Donc il faut d'abord le cuire avant de pouvoir consommer le jus. On a des figuiers, encore un Poncirus ici, ça chèvrefeuille odorant, ça c'est variété stratégique aussi. Ça fait partie des rares arbustes à pouvoir donner du pollen pendant l'hiver, de décembre à mars. Donc ça c'est vraiment là une naissance stratégique qui va pas être, on va dire, pas comestible pour nous, mais qui va servir à la pollinisation et pour le bien des abeilles. Juste à côté, on a des murs ici sans épines. Voilà, c'est des jeunes plants. Hein. Après, il faut imaginer d'ici 4-5 ans, vraiment qu'on soit déjà sur 2-3 mètres de hauteur et qu'on doit vraiment pousser des arbres pour pouvoir entrer dans cette forêt nourricière. Ça doit être vraiment dense. Hein. Des pieds de consoude un peu partout et on continue à planter. Là, on a un pommier. Juste derrière, j'ai mis à l'ombre, derrière la chemise, il y a un aziminier, un manguier. Et là c'est un hachis par exemple. Ok. Bon ça a été mangé par les frelons. Et puis voilà, ça pousse super bien. Voilà, ça a des feuilles de lilas. Et c'est super bon, vraiment. Faut pas hésiter à en planter. Bon, des pruniers, des mûriers, des cerisiers. Encore un arbre faisant. Ici, toujours Nachi. Donc pour fixer l'azote, on utilise beaucoup d'argousier. Donc je répète, hein, ça donne des baies comestibles. Et on utilise aussi un autre arbre, un févier d'Amérique, qu'on a planté un peu plus loin. Lui qui va avoir comme fonction de monter un peu plus haut beaucoup plus haut que les autres arbres et de monter en ligne et de faire un peu plus d'ombre. Donc ça c'est cornouiller, Cornus mas. Bon, il n'a pas encore porté ses fruits, mais c'est pareil, c'est un jeune plant. Ça commence à monter, on voit la pousse de l'année, elle commence à partir. Donc, ça c'est les fruits oubliés, on devrait remettre ça dans tous les jardins, ça pousse super bien. Toujours des murs sans épines, encore un hachis, voilà. Et on devrait vraiment écarter toutes les plantes pour pouvoir passer. Là, ici pareil, je recommande cette variété. Pas cette variété mais cet arbre à mélanchier. Ça c'est super bon, hein. Ça monte un peu plus haut, ça grossit un peu plus, mais c'est vraiment intéressant. Ça fait des petites baies rouge-violet et délicieuses. C'est encore un arbre oublié qu'on doit tous remettre. Ça pousse, ça prend pas de place. Est-ce qu'il y a on me dit, est-ce qu'il y a des limites à planter, trop serré ou pas serré? Il y a Rosemary Moreau, une des plus grandes permacultrices au monde, qui dit
que même entre deux arbres, il y a toujours la place pour en replanter un. Je vous ai dit, dans un climat humide, forêt tropicale, forêt primaire, c'est jusqu'à 300 plantules. Climat ici, forêt primaire, c'est entre 30 et 50 plantes. Donc vraiment pas hésiter à serrer les arbres tant qu'il y a de la diversité et de la densité. Bon, puis on vient planter des groseilliers, voilà, des jeunes pommiers. Puis après, bon, avec les variétés qu'on a, on peut étaler les récoltes. Cerisier, ça, sa destination aussi a pour but de monter plus haut, de faire la canopée. Voilà, pareil, dans la forêt nourricière, on retrouve encore un roncier. Et pareil, on le laisse grandir. Et après, on peut le limiter. Alors, c'est assez simple pour limiter. Et là, on peut en faire des tresses. Donc, dès qu'ici, il y a un chemin, donc bien sûr que si ça passe sur nos chemins, surtout si on se balade à pieds nus, ça va être désagréable. Ici, je vais faire un petit exemple. On a ici une jeune pousse là qui va vite marcoter, donc on peut la récupérer et faire une tresse en fait. Hop, ici elle va tenir avec ses griffes. Donc voilà, on l'entretient comme ceci et puis on aura peut-être, on l'espère, un autre arbre qui va pousser grâce à l'écosystème qui s'est produit dessous. Donc on le laisse, ça ne nous gêne pas. Voilà, on a un févier d'Amérique. Voilà, c'est ce qui fixe l'azote aussi et qui va donner aussi des gousses. Et ça, c'est vraiment une croissance très rapide. Je me rappelle, je l'ai planté il y a 2 ans, il est arrivé ici. Voilà, ça commence à partir. Une fois que ça s'est enraciné, après c'est parti. Puis à côté, on a une mûre sans épines. Voilà. Ici, on est sous le tilleul. C'est aussi un espace où on considère comme le garde-manger au printemps. Donc c'est vraiment bien à l'ombre. On a toutes les plantes sauvages qui sont comme l'ortie, la lierre. On a mis aussi de l'ail des ours qui sont en abondance sur le sol au printemps. Là on est à la fin de l'été, il y a une grosse sécheresse. Et on a planté aussi des aziminiers. Des aziminiers, donc on appelle ça vulgairement manguier d'Amérique du Nord. Ça résiste à moins 25 degrés. Donc ça, il n'y a aucun souci pour les planter en Corrèze. Ça pousse, c'est une croissance par contre très lente. Ça, c'est des sujets qui ont 6 ans. Donc si c'est greffé, ça donne au bout de 5 ans. Si c'est pas greffé, au bout de 8 ans. Donc là, ceux-là, ils sont greffés. Et donc, voici, voilà. Donc là, on est vraiment sur toutes les strates. On a la pseudo-canopée, le tilleul, avec les feuilles comestibles. On a ici la vigne qui vient se percher. Vous voyez, là, elle va faire... donc, qui est aussi comestible, les raisins. On a en demi-tige les aziminiers qui font des fruits comestibles. On a tout ce qui est, on va considérer ça comme herbacées, alières, orties et racinaires, l'ail des ours. Et on a respecté les propriétés, les clés, c'est qu'on a toujours un couvre-sol qui est ici. Donc ça permet ici on n'a jamais arrosé de l'été et on a quand même, malgré qu'il n'y ait pas d'eau qui est tombée cette année, on a quand même des feuilles d'aziminier qui planent et qui ont survécu. Alors que ça, en plein soleil, ça stagne et c'est quand même assez fragile au niveau de la sécheresse et du plein soleil. Alors que manguier, la première chose qu'on peut y croire, c'est on met ça en plein soleil. Ça, c'est vraiment, ça pousse mieux à la mi-ombre et ça se multiplie soit par semis, soit aussi ça fait comme des rhizomes de bambou. Hop, ça se multiplie par les racines. On a juste derrière l'histoire des poules que je vous ai déjà raconté. Il faut juste savoir où est-ce qu'elles pondent. Et une fois qu'on sait, voilà, ici par exemple je sais qu'il y a un œuf, il y a un nid. Donc là on a ramassé ce matin et là ils ont repondu encore. Mais ça permet déjà de pouvoir manger sans faire de travail, quoi. Tout pousse ici en abondance, on n'a pas fait de potager. Rien n'empêche, ici on pourrait faire quelques plantations de courges et de choses en plus. Mais bon, après ça, chacun fait comme il veut. Et ça permet ici de montrer, voilà, avec peu de travail, ça peut être productif. Alors, ouais. Nous, ce qu'on aime avoir comme vision de la permaculture, enfin de la forêt nourricière, c'est vraiment pas quelque chose de... Parfois ça peut paraître le bordel. Ici, pour pas mal de personnes, j'ai un ami agriculteur là, qui est dans le conventionnel et qui pour lui c'est un peu le fouillis, le gros bordel et il voit pas les choses intéressantes là-dedans. Et pour nous, on trouve vraiment que
l'espace est optimisé, il y a vraiment beaucoup de choses en fait. On peut voir, il y a le gros tilleul derrière, il y a la vigne qui vient se percher dans le tilleul. Il y a juste derrière, on a un kiwai, on a un lilas donc, qui aide bien à la pollinisation aussi avec les abeilles. On a un poirier derrière, on a de l'orme, donc on peut utiliser le bois pour travailler. On a, bon là c'est à la fin d'été, donc il n'a pas trop plu, mais on arrive ici au printemps, c'est vraiment un endroit pour se restaurer. On a de la consoude, c'est comestible, on a des orties, on a de la lierre, on a de l'ail des ours, on a porté aussi des jeunes aziminiers à l'ombre. Et il y a aussi un peu de ronces, donc ça nous fait aussi encore des choses à manger. Il y a un chèvrefeuille involucrata aussi, que je disais tout à l'heure pour faire la teinture. Donc vraiment, ici ce qui paraît être le bordel, en fait c'est quelque chose d'hyper productif une fois qu'on se réapproprie le savoir sur les végétaux, quoi. Donc, et là, on voit bien la densité, et c'est quelque chose qui est autonome maintenant tout seul. Donc voilà, c'était juste une petite aparté pour montrer que ce qui peut parfois paraître le fouillis, en fait, si on arrive à repérer les essences et les végétaux, ils peuvent servir à quelque chose et donc ils sont là naturellement. Ça sert à rien d'ici de penser que qu'est-ce qu'est être propre en fait, quelque chose de propre ou pas propre. Le voisin qui me dit ouais mais c'est pas propre, ça dépend, il faut souvent déconstruire la vision qu'on a. Ça peut être hyper productif. Moi si je vais pas dans ce chemin, ça sert à rien que j'aille élaguer et je sais pas, abattre tout mon lilas parce que de toute façon j'y vais pas. On essaie en permaculture de marcher toujours sur un même chemin pour laisser aussi les choses grandir spontanément.